Sport Mag est au Salon des Mers, les amis, et on est ravis de vous accueillir en direct, tout simplement, sur la chaîne YouTube de Sport Mag et sur les différents supports de Sport Mag. C'était la question qu'on se posait d'ailleurs collégialement tout à l'heure. Quels sont les différents supports de Sport Mag? On va vous le répéter. Facebook, Twitter, YouTube et puis bien évidemment Instagram. En attendant, on l'espère, TikTok, c'était votre idée. Je ne cache rien, mon cher Richard. La thématique du jour et du moment, surtout pour cette nouvelle tablée, ce tour de table, eh bien, on va parler de judo. Le judo qui est un sport très important, en tout cas dans notre société, très présent, notamment au niveau scolaire, et qui aussi eh bien, fait le bonheur et on va le dire, la légitimité de notre sport à l'international, et notamment lorsque l'on parle d'Olympiade, et ça tombe bien, des Jeux Olympiques, il y en a dans 3 ans du côté de Paris et plus globalement bien sûr en France. Avant de commencer à attaquer tous ces sujets, on va présenter les personnes qui sont autour de ce plateau. Honneur aux dames, honneur aux championnes aussi. Margot Pinault, championne d'Europe bien sûr de judo et médaillée d'or par équipe au JO de Tokyo, est avec nous. Bonjour Margot. Bonjour. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence. Vous faites souvent comme ça, participez souvent à des discussions autour de votre discipline? Alors c'est vrai que depuis le retour des Jeux, on a l'occasion de s'exprimer sur ce genre de sujet, d'échanger. C'est intéressant pour nous, pour nos clubs, pour le judo en lui-même, et on commence à le faire progressivement, oui. Et on est très content bien sûr de vous avoir en tant qu'emblème de votre sport. À côté de vous, eh bien, Mélanie Percheron, directrice sportive régionale bien sûr au sein de la Ligue Île-de-France de judo. Bonjour. Bonjour, ravi. Merci de nous accorder du temps. Vous allez nous parler notamment de tout un tas de partenariats que vous avez mis en place pour la Ligue Île-de-France de judo. Il y en a un qui m'intéresse personnellement, c'est le parc Astérix, parce que c'est quand même toujours du ludique et le ludique justement est au cœur aujourd'hui de la nouvelle stratégie sport, et on a hâte de vous entendre sur ce sujet. Messieurs, bonjour, et je dis bonjour à monsieur Roger Vachon, président de la Ligue Île-de-France de judo. Ancien judoka, pas besoin de le préciser, Roger. Bonjour, merci de nous faire l'honneur d'être avec nous. Je te remercie beaucoup. Et puis aussi également à vos côtés, Richard Lablé, directeur du lycée Passy Saint-Honoré, on le rappelle, lycée sous contrat, école labellisée Paris 2024. Qu'est-ce que ça veut dire ce label? Alors d'abord, bonjour à tous. En fait, c'est un label que nous avons obtenu parce qu'on est très proche de la relation sportive et la relation éducative. Je représente un lycée avec des horaires aménagés, des classes à horaires aménagés. Et en fait, on a été labellisé Génération 2024 parce qu'on prépare en fait des volontaires et des bénévoles pour accueillir le public extérieur au JO. Donc je le développerai un petit peu après. Il y a des programmes pédagogiques qui sont mis en place avec l'Académie de Paris. Et nos professeurs vont concourir à aider ces jeunes gens qui sont arrivés. La première promo est arrivée en seconde, puisqu'on va faire seconde, première, terminale pour 2024. Et donc on travaille avec des formations premiers secours et puis le partenariat avec le judo, bien sûr. On est omnisport. Et j'en parlerai tout à l'heure par rapport un peu à ce travail qu'on fait faire aux jeunes. Le sport, c'est quand même la santé. C'est aussi une vision saine de l'éducation. Et ça génère évidemment des vertus contre certaines addictions. Exactement. Voilà. Et on rappelle que le lycée Passy Saint-Honoré accueille notamment nombre de jeunes sportifs de toute discipline. Exactement, 200 élèves et étudiants en sport-études. Il y a des sportifs stars aujourd'hui que l'on connaît qui sont passés par votre lycée? Oui, on a eu une championne junior en escrime, au sabre féminin. Et puis on a beaucoup de champions en rugby. Ouais. Là, au Stade Français, vous avez 5-6. Voilà, absolument, on est rue Molitor, on est avenue Victor Hugo. On a 5 joueurs du top 14, Julien Delbouis, Arthur Queville, Léo Barret. Enfin, si vous suivez le top 14, bien sûr, vous avez des jeunes gens de chez nous. Vous allez nous dire bien sûr si vous leur mettez des heures de colle et pourquoi. Ça m'intéresse et les gens, ça les intéresse aussi également chez eux. Revenons à la thématique du judo. Je le disais tout à l'heure en introduction, le judo c'est un sport ancré quand même dans notre société par le biais de l'école notamment, parce que c'est vrai que on va dire nos jeunes pousses et les jeunes écoliers ont la possibilité de découvrir le judo lors de leur passage aussi bien à l'école publique qu'à l'école privée, comme vous venez bien sûr de nous l'expliquer. Et le judo fait partie prenante aussi également de notre histoire olympique. On l'a encore vu notamment cet été du côté de Tokyo, Roger. Oui, tout à fait. Mais le judo à l'école, mais c'est surtout les clubs qui sont initiateurs de vocation chez les jeunes. Et on a un tissage très important sur le territoire français où justement on récupère ces jeunes. Et ce qui a toujours fait la force du judo français, c'est les clubs et les profs. Donc il faut vraiment s'y attacher. Et puis aussi, on a une histoire bien sûr olympique. Il me semble que les Jeux Olympiques, c'était en 68 en démonstration. Et on a toujours brillé aux Jeux Olympiques. Donc les premiers Jeux Olympiques, je crois, vraiment officiels, c'est 72, je crois que c'est Munich, si je ne me trompe pas. Et c'est là qu'on a commencé à briller. Et jusqu'à Tokyo, on a fait quand même, surtout bien sûr l'ensemble, mais les féminines ont fait un sacré score.
Et sur tous les médaillés olympiques judo, il y en a pratiquement 99%, c'est nous, sauf une, je crois, paralympique qui n'est pas d'Île-de-France. Issu bien sûr de l'Île-de-France, et on reviendra sur ce constat parce qu'il y a beaucoup de choses à tirer. Mélanie, je me retourne vers vous et en même temps Roger, vous pouvez bien sûr répondre à cette question. On sait que le judo est le 4e sport en termes de pratiquants en France. Comment il se porte notamment du côté de l'Île-de-France, d'autant plus à la sortie d'une période Covid qui a été très très difficile pour les activités et les pratiques fédérales? Alors, au niveau de l'Île-de-France, ça se positionne à peu près pareil qu'au niveau français. Après, dans la pratique, on représente 20% des licenciés de la Fédération française de judo et 80% des athlètes de haut niveau, si on revient sur le sujet. Voilà. Donc après, c'est vrai que la crise Covid a fait beaucoup de mal. Hein. On a perdu 30% des licences. Elle a beaucoup plus fait de mal à Paris d'ailleurs que dans les départements franciliens autour. Parce que le confinement était très dur à Paris, c'est exigu, les salles ont été fermées plus tôt. Donc voilà, ça a été. C'est l'inconvénient aussi d'être un sport de salle dans cette crise de la Covid-19. C'était terrible là-dessus. Oui, sport en salle et sport de contact. Les sports de contact, donc, vous avez raison. Voilà, très difficile. Donc il y a eu beaucoup de choses en visio. Certains ont bien fonctionné, certains clubs. Tous les clubs qui ont fait des actions pendant la période Covid et pendant l'été n'ont pas forcément perdu en licence et ont même augmenté. Après, ça n'a pas toujours été facile et il faut les outils, les moyens. Donc, et puis il y a aussi beaucoup de Franciliens qui se sont déportés en province pendant le confinement. Exactement. Roger, je voulais vous faire réagir là-dessus parce que la Fédération française de judo a communiqué sur des chiffres. 180 000 licenciés, soit près de 35% au niveau national. Ça rejoint la proportion que vous nous avez annoncée pour l'Île-de-France. C'est une perte de 7 millions d'euros. Est-ce que, par exemple, on a aujourd'hui en Île-de-France des clubs impactés par cette crise qui peuvent avoir le risque de disparaître demain, de mettre la clé sous la porte? Alors sur l'Île-de-France, on sera sûrement moins impacté que dans le milieu rural ou dans la province, ce qui est vrai. Donc peut-être, il faudrait qu'on voie, de toute façon on a un conseil d'administration demain, mais peut-être sur la Seine-et-Marne où il y a de la ruralité et des petits clubs, c'est les tout petits clubs à nombre de licenciés qui seront impactés. Hein, et puis surtout aussi, maintenant aussi, on est impacté aussi par un manque de profs de judo aussi. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a eu 180 000 licenciés de moins, ce qui fait heureusement qu'on a eu l'État qui nous a supportés pendant ces presque 2 ans de pandémie quand même. Et je remercie quand même l'État et le ministère qui nous ont beaucoup aidés. Et on espère que là, pour l'instant, les résultats ne sont pas trop mauvais. Hein. J'ai regardé aujourd'hui sur l'Île-de-France. J'espère que ça va continuer, mais voilà, donc nous, je crois que le point limite pour la fédération, c'est 420 000, je crois, licenciés pour qu'on. Le budget a été établi sur 420 000 licenciés. Voilà, donc à 420 000, on pourra respirer. C'est mieux. C'était important de vous poser ces questions-là pour remettre bien sûr dans le contexte d'une période assez particulière et notamment pour les fédérations et pour les pratiques sportives. Mais on va revenir à des choses peut-être un petit peu plus positives avec vous, Margot. Racontez-nous un petit peu comment vous avez découvert le judo, comment cette histoire d'amour a commencé. Alors c'est en regardant les Jeux Olympiques de 2000 avec mon père, mon frère. Voilà, en regardant la finale de Douillet sur le japonais, ça m'a donné envie de faire ce sport. J'avais un petit club justement à côté de chez moi. Je faisais déjà d'autres sports, mais c'est vraiment le judo qui m'a plu plus que les autres sports. Et voilà, qu'est-ce qui vous a plu justement dans cette discipline? Qu'est-ce qui vous a accroché tout de suite quand Déjà l'esprit de battant qu'il faut avoir. Le combat pur, c'est ce qui m'a le plus accroché. Et après, il y a eu d'autres valeurs qui sont arrivées par la suite, bien sûr. C'est ce qui m'a forgé. Je pense que la pédagogie en France en judo, elle est énorme et que ça apporte beaucoup aux jeunes et aux moins jeunes. Alors, puisqu'on parle de nos territoires aujourd'hui, c'est une question que j'ai envie de vous poser à tous les trois parce que quelque part, vous avez tous un prisme de lecture intéressant à travers cette question. Vous l'avez dit tout à l'heure, Roger, l'Île-de-France est un pourvoyeur de talent et même, on va le dire, de médailles au niveau national et international. Comment ça s'explique? Est-ce que c'est uniquement lié au fait qu'on est en Île-de-France et qu'il y a une densité de population qui est énorme, donc l'échantillon est intéressant et que forcément on va retrouver des champions dedans, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des causes aussi un peu sociales et sociétales en fonction des territoires et des terrains qu'il peut y avoir justement en Île-de-France? Alors, je vais me permettre de répondre parce que j'ai beaucoup vadrouillé. Je suis provinciale à l'origine et j'ai fait
plusieurs ligues à la fois en tant que sportive et après pour le travail. En fait, on est un sport à partenaire d'entraînement. Donc déjà, il y a besoin, les meilleurs qui s'entraînent avec les meilleurs, c'est le modèle qu'on a depuis longtemps, c'est culturel aussi. Donc tous les gros clubs sont en Ile-de-France, il y a aussi le lien économique, c'est-à-dire que derrière, il faut des grosses structures, la proximité avec l'INSEP et l'Institut du judo. Et aussi, pour revenir au côté sport de combat, moi qui viens de province, quand on arrive en Ile-de-France, pour les plus jeunes, là, les benjamins, les minimes, moi ce qui m'a surpris, c'est que quand on fait des stages, c'est 200, 300, et c'est où on survit, on trouve sa place, où c'est un sport qui est difficile. Donc si on est dans la compétition, forcément il y a du monde, il faut se bagarrer, il y a plein de partenaires, donc ça crée une émulation. Et en province, c'est peut-être plus, c'est moins ce côté. Il y a un petit côté impersonnel, un petit côté bagarreur. En même temps, il y a un esprit collectif parce qu'on a les compétitions par équipe. Mais je vois par exemple sur l'autonomie aussi. Sur l'autonomie, les parents en province vont chercher leurs enfants jusqu'à 15 ans. Ils prennent la voiture, ils vont les chercher au stage. En Ile-de-France, moi je vois, on fait des attestations, des autorisations auprès des parents pour qu'ils quittent le stage en métro, à pied, etc. Dès 8 ans, quoi. Dès les benjamins, ils rentrent tout seuls. Donc c'est pas du tout la même conception du sport de combat, de la vie au quotidien. Oui, et puis bon, elle a tout dit, mais ce qui est important aussi, c'est que le bassin économique joue beaucoup et toutes les grosses entreprises, le tissu économique est en Ile-de-France, beaucoup. Et justement, la nouvelle équipe en place à la fédération aimerait qu'il y ait dans chaque bassin important, bassin aquitain, bassin PACA ou lyonnais, de pouvoir développer un petit peu, que ça ne s'arrête pas aux juniors. Tous les très bons juniors, voire cadets, vont sur les pôle France Espoir sur l'Île-de-France et après vont la filière de très haut niveau sur l'INSEP. Donc on aimerait qu'il y ait un peu plus de tissage sur le plan national. Est-ce que aussi, quelque part, on ne pourrait pas dire qu'aujourd'hui, le judo apporte aussi une réponse, un cadre, qui soit bien évidemment un exutoire physique, mais aussi un cadre, un petit peu ce que vous expliquiez tout à l'heure, mon cher Richard, un cadre peut-être à des gamins qu'on a besoin dans certains territoires aussi d'Île-de-France qui malheureusement sont parfois dans des situations sociales un petit peu difficiles. Oui, bien sûr. D'abord, comme vous disiez très justement, vous avez ce qu'on appelle le savoir-être. C'est-à-dire que l'école, c'est d'abord faire du sport parce que c'est bon pour la santé, mais aussi c'est très bon pour ce qu'on appelle les soft skills, c'est le code, la manière de se comporter. Et en fait, souvent on se plaint de la jeunesse, mais lorsqu'elle fait du sport, elle est admirable et elle peut aller jusqu'à la compétition. Et nous, un peu, c'est ce qu'on porte dans les lycées français, c'est-à-dire on met du sport à l'école parce qu'on sait que c'est une des valeurs montantes qui emmène les jeunes vers des choses vertueuses. Et en fait, pour rentrer un peu dans le détail, si vous voulez, pourquoi ça marche bien en Ile-de-France, moi je suis un lycée plein centre de Paris, c'est tout simplement parce que la ville, elle peut être anxiogène. Alors lorsqu'on fait du sport, même si, comme dit Mélanie, on va devoir se déplacer et se débrouiller dès 8 ans, il faut savoir que c'est un bienfait énorme. Si vous voulez, on est un peu coupé de la nature et le judo, c'est des valeurs, comme vous l'avez dit, Margot, mais c'est aussi un entraînement, c'est aussi une capacité à faire des choses. Et en fait, les jeunes, ils aiment faire des choses. C'est extrêmement vertueux à l'école. Et puis le judo, Roger, qui vient souvent faire des conférences chez nous, il a un engouement parce qu'il y a un mimétisme des champions olympiques, un mimétisme des compétiteurs. Et n'oubliez pas que l'école, la compétition, ça joue. Oui, on passe le baccalauréat aussi. C'est vrai, vous avez raison. C'est une bonne analogie. Et pour l'anecdote, Richard a mis le code moral à l'entrée de son lycée. D'accord. D'accord, oui, donc vous êtes bien dans le thème. C'est pas dans le règlement intérieur, mais ça pourrait le devenir. Voilà, si vous lisez le code moral du judo, on retrouve beaucoup de choses sur, on va dire, la vie citoyenne. Ouais. Et le comportement sur le dojo, c'est peut-être aussi le comportement dans la cour de l'école. C'est peut-être aussi avec les copains quand on rentre chez soi, une autre attitude et une belle attitude. Exactement, et vous faites bien sûr de le préciser. Alors parlons un peu de l'impact justement du judo en Ile-de-France, de l'impact du judo sur son territoire. Il y a un grand thème qu'il faut absolument qu'on aborde et ça vous concerne tous les quatre. C'est Paris 2024, on rappelle le bilan à Tokyo, 2 titres, 8 médailles. C'est quand même le fleuron de l'olympisme français, on ne pourrait pas dire moins. Expliquez-nous un petit peu comment tout ça est en train de se mettre en marche, parce que forcément le judo sera très attendu à Paris 2024, pardon, excusez-moi. Déjà, je pense que la barre est haut et on va devoir être meilleur. Ça va être, faut s'atteler justement à ça. Et là, je crois qu'il faut, l'Île-de-France bien sûr a un rôle très important, la région.
parce que la région Île-de-France, par sa présidente Valérie Pécresse, nous aide beaucoup le sport dans sa globalité, bien sûr. Hein, mais je crois qu'on a un rôle important et unir nos forces, justement, pour qu'on soit performant et en même temps aussi véhiculer les valeurs qu'on a citées juste avant. Donc je crois que c'est... Voilà, justement, nous, la Ligue Île-de-France, on est en train justement développer des axes qu'on n'a pas toujours développés auparavant, hein, sur des axes justement qui existaient mais qui n'étaient pas développés. Donc on va en parler un peu plus tard. Et puis aller chercher des financements. Vous savez, on peut avoir les meilleures idées, les meilleures valeurs sans financement. Voilà, vous le savez, c'est une pierre dans l'eau. Hein. Marco, je me retourne vers vous parce que là, c'est une échéance qui est quand même assez incroyable, ce qui va vous attendre. Déjà faire les JO, déjà être médaillé d'or, ce qui vous est arrivé l'été dernier, ça devait être, j'imagine, assez exceptionnel. Quoique, dans un contexte assez particulier, à huis clos, où les athlètes ne pouvaient pas rester non plus trop longtemps sur place, où les athlètes n'ont pas pu trop se croiser aussi également dans le village olympique. Là, vous avez l'occasion de vous rattraper avec cette échéance de Paris 2024. Oui, c'est sûr que pour moi, ça a été des jeux en demi-teinte. C'est vrai qu'on fait champion olympique par équipe, mais en individuel, ça n'a pas trop bien marché. Après, les conditions, par contre, on a été très bien accueillis par les Japonais. Il y a eu un accueil formidable et c'est pour ça que la barre est haute en termes de résultats, mais d'accueil aussi. Je pense que Paris 2024, ça peut être génial vu le contexte, l'emplacement des compétitions. Je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment très bien. Après, la barre est haute, le président veut encore plus de médailles, il me semble. Oui. Donc, Vous êtes d'accord avec le discours d'ailleurs qu'il a tenu aux sportifs qu'il a accueillis à l'Elysée? Ça a fait débat, il y en a qui étaient d'accord. Teddy Riner s'est notamment exprimé sur le sujet. Oui, j'étais assez d'accord, c'est ambitieux, mais je pense que dans le sport, il faut être quand même ambitieux, il faut viser haut, et là, il a visé haut. Et il faut dire quand les choses vont ou ne vont pas, je pense que c'est ce qu'il a fait. En judo, on va essayer de surpasser ce nombre de médailles aussi, de conserver le titre également par équipe. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place d'ici là et on n'a que 2 ans et demi pour faire ça. Roger, justement, je me retourne vers vous. Quand on voit les ambitions, les objectifs qu'a donné le président de la République Emmanuel Macron au retour de Tokyo, beaucoup de gens ont dit, bon ok d'accord, les objectifs c'est bien, il faut être ambitieux, les JO sont à Paris, ok. Et certains ont dit, mais on a besoin de moyens pour faire tout ça. Et on n'est qu'à 3 ans. Est-ce que justement vous avez les moyens nécessaires pour arriver à atteindre cet objectif? On a toujours besoin de plus, hein, donc c'est vrai. Donc les moyens pour l'instant, on en a un petit peu, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Mais j'en reviens un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, avant de mettre des moyens financiers, c'est qu'il faudrait vraiment redéfinir la place du sport à l'école. Alors on peut me parler sans arrêt de sport à l'école. D'abord, c'est ce qu'avait dit Fournier, le basketteur. J'ai jamais fait du niveau grâce à mon prof de PS. Je suis prof de PS, hein, donc encore en activité. Donc c'est grâce à l'AS qu'on est devenu un grand champion. Bon, écoutez-moi, je reviens d'une AS tout à l'heure. Je crois que si on redéfinissait un petit peu le rôle du sport avec beaucoup plus d'heures de sport et surtout une importance dans la notation finale, ce qui me paraît bien, parce que le sport, et je pense que là, on serait vraiment une nation du sport, une nation sportive, ce qui n'est pas actuellement une nation sportive. Exactement, et c'est d'ailleurs ça a été d'ailleurs le constat malheureusement fait par tous les intervenants qui sont venus ici, que ce soit issus du monde politique, économique, sportif et autres. Richard, je me retourne vers vous parce que vous avez peut-être la solution à tout ça, le sport à l'école. Peut-être que justement demain on aura des champions olympiques qui diront merci à leur prof de PS, parce que vous êtes parti un petit peu sur un, pas copier-coller, mais vous êtes inspiré du système allemand. Et vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est. Oui, absolument. En fait, je représente une école qui a 2 rythmes scolaires. Vous avez le rythme classique que vous avez peut-être suivi vous-même et moi-même, c'est-à-dire cours du matin au soir. Et puis nous, on a développé depuis 40 ans en fait, ce qu'on appelle des horaires aménagés. Donc avec des classes sport-études ou seulement à horaires aménagés. C'est-à-dire cours le matin, du lundi au samedi. Donc on se lève 6 fois. Et on a 5 après-midi libres pour faire du judo, pour faire de l'escrime, pour faire de l'équitation, pour faire du rugby, du football, de la danse, de la musique. Et en fait, ce sont par ces rythmes scolaires particuliers, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il vaut mieux bien faire les choses de manière courte que de s'époumoner, parce que souvent, l'après-midi, l'élève, il est fatigué. Il ne peut pas passer son temps assis sur une chaise. Vous avez des gens un peu hyperactifs, vous avez des gens qui ont envie de combattre, qui ont envie de jouer, qui ont envie de faire. L'aspect ludique, il est fondamental. Et le sport, en fait, c'est une vraie réponse à une activité l'après-midi. Alors évidemment, quand c'est de haut niveau, Roger,
je me retourne vers notre championne olympique, c'est formidable. Mais il ne faut pas oublier que c'est une massification aussi. Si on fait tous du sport à l'après-midi, eh bien, on a une autre vision de la nature, on a une autre vision de son corps. On a peut-être une estime de soi aussi. Et puis on gagne. Parfois on perd, on se relève, mais on gagne. Et nous, en fait, c'est l'objectif de maillage, comme disait Roger. Et on travaille avec les clubs. Parce que là, évidemment, il faut des bons professeurs de PS, éventuellement une école qui accepte les horaires aménagés, parce que on a parfois peur qu'ils n'arrivent pas à avoir l'examen. Donc là, par exemple, avec nos amis du rugby, du Stade français, on a monté des études devoirs faits. Vous savez que le ministère a créé l'obligation pour les lycéens de faire leurs devoirs. Et donc, on a pris au mot le ministère. Et donc, à Jean-Bouin, on a des classes d'études l'après-midi, juste avant l'entraînement. Parce que l'entraînement, il finit à 21h. Et à 21h, on ne se remet pas à étudier la philosophie. Voilà, on se met à dormir, on se met à s'amuser encore un peu. Voilà, la raison, c'est effectivement les horaires aménagés. Et il faut aller plus vers une dimension effectivement germanique, nordique. Il faut changer un peu notre manière de voir. Où on rappelle d'ailleurs dans ces pays-là que le sport est présent largement, comme vous l'avez dit, au même titre que d'autres matières. Et il n'y a pas de dispense. Il n'y a pas de dispense pour ces matières-là, bien évidemment, et bien, au sein de l'école, mais aussi également dans l'entreprise, où la pratique du sport est bien sûr encouragée. Je profite bien évidemment que Margot soit avec nous pour une dernière question sur Paris 2024, parce que c'est quand même le sujet brûlant. Est-ce que vous vous rappelez de votre réaction quand vous avez appris justement que la France et que Paris allaient accueillir les Jeux Olympiques? Et comment vous vous êtes projeté? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et après coup, maintenant, quel recul vous avez pris sur cette annonce? Alors, évidemment, très heureux. Je pense que chaque athlète rêve de performer aux Jeux. À la maison, c'est encore mieux. Et s'il y a la famille, les amis qui peuvent venir nous voir, vu qu'au Japon c'était compliqué, ils n'ont pas pu se déplacer, ça sera génial. Et le judo, ce sera sous la Tour Eiffel. Ouais. Ce sera magique. Et je pense qu'il va y avoir une ambiance de folie parmi les Français. Et voilà, c'est vraiment le rêve, je pense, d'un athlète. Et justement, il y aura aussi, j'imagine, plus de pression, vous l'avez dit, dans ce décorum qui va être fou devant votre public, en se disant, on a la chance d'avoir ces JO comme ça à domicile. Est-ce qu'il va y avoir un travail mental, de préparation en tout cas pour être au rendez-vous le jour J? Oui, de toute façon, on est préparé à chaque gros événement, à chaque compétition, et on a l'habitude en tant que sportif de s'adapter à toutes les situations. Donc le travail il sera fait bien en amont. Ouais. La question de l'héritage, puisqu'on est sur Paris 2024, alors qu'il y a une super animation à côté, on peine à s'entendre, pardon. La question de l'héritage est très importante. Et la question de l'héritage, pour le judo, elle l'est d'autant plus, puisqu'on l'a dit, c'est un fleuron olympique pour la France. Ce serait quoi? Quelle serait votre volonté justement de ce qui pourrait rester à la suite de ces JO 2024 pour votre discipline? Je vais donner la parole à Roger, mais aussi à Mélanie sur ce sujet. J'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Roger et Richard, en fait, sur l'engouement, avec les projets de faire un marathon partagé, avec la cérémonie à ciel ouvert, et donc l'engouement peut-être sportif, et du coup la population qui opère un changement. Le changement il est en train de s'opérer sur les habitudes alimentaires, sur les modes de vie, donc peut-être que sur le sport on va aussi y venir, même si avec la période Covid on y a beaucoup perdu. Et puis la deuxième chose, c'est sur l'étendue de la pratique, l'aménagement des rythmes, voilà, peut-être se donner un autre rythme. Voilà. Ouais, bien sûr. Roger, quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, je vais être court, mais c'est surtout que ça ne soit pas un feu de paille, les Jeux Olympiques 2024. Donc souvent, il y a eu des Jeux dans d'autres pays où ils ont mis le paquet et après, c'est redescendu comme un flanc. Donc c'est important, les Jeux, bien sûr, qu'on les réussisse sur le plan médiatique et résultat, mais surtout qu'on les réussisse par la suite et que ça perdure, justement, comme on vient de dire, c'est qu'on puisse aussi développer le sport à l'école, développer le sport, bien sûr, les passerelles avec l'école privée et l'école publique, et je crois que c'est là-dessus, et développer aussi tout le maillage au niveau national, et surtout, on a un manque cruel d'installations sportives, et c'est le moment, justement, de mettre le paquet. On arrive presque à la fin de cette émission, mais il y a quelque chose de très important. Mais restez avec nous, Mélanie, juste 2 secondes, parce que justement, on va parler des actions, de l'impact du judo sur le territoire, mais des actions également qui sont mises en place. Mélanie, avant de vous laisser partir, je voulais que vous nous parliez de quelque chose. C'est ce partenariat entre la Ligue de judo d'Île-de-France et le parc Astérix. Alors, déjà parce que
l'aspect ludique dans le sport, on a l'impression qu'il est remis au centre pour attirer justement de nouvelles pratiques, etc. etc. Mais aussi, ça montre bien que le sport a un rôle beaucoup plus central si ce partenariat est né. Expliquez-nous d'ailleurs en quoi il consiste. Alors, le partenariat, c'est né d'une idée justement pendant la période de confinement, c'est-à-dire que Roger l'a dit, il y a l'aspect économique, mais on était tous convaincus avec les dirigeants et aussi Gabin, le collègue qui travaille sur la Ligue, et qui a travaillé sur ce partenariat, avec Léo et Laure aussi, les alternantes que je salue. On s'est dit c'est l'activité, c'est pas l'argent, c'est l'activité, il faut relancer par l'activité. Et donc le parc Astérix, ils ont le public qui vise, c'est les moins de 11 ans. Nous, 80% des licenciés à la Fédération de Judo ont moins de 10 ans. Donc c'est exactement le même public. Et donc l'idée, c'était de faire un petit peu rêver, de donner au club et d'avoir du lien avec un parc qui est en Ile-de-France. Donc si vous voulez y aller, il faudra emmener les enfants, puisque voilà, une place, en fait l'idée c'est qu'un parent ou un enfant licencié, s'il va une place adulte achetée, la place enfant sera offerte. Et on a également mis en place un partenariat avec les athlètes, c'est-à-dire qu'il y a eu des challenges avec des places offertes. Ça a permis de mettre de la visibilité aux athlètes, au parc et à la Ligue. Et on va renouveler ce challenge pour offrir des places sur des petites vidéos et la promotion des clubs. Donc là, normalement, il y a un prochain challenge qui est en cours de préparation sur les clubs. Voilà. Donc c'est sympa. On a pas mal transformé les demandes, parce que le parc Astérix nous explique que souvent il donne des places, mais il y a 10% de gens qui les utilisent. Donc là-dessus on n'était pas trop mal, mais après c'est pas toujours évident de le lancer. Mais avec les athlètes ça a permis de mieux communiquer. Ouais. Donc bienvenue au parc si vous avez envie d'y aller. Eh bien écoutez, c'est une superbe initiative en tout cas, et c'est très sympathique, et justement ça montre que les ligues, et notamment là c'est au niveau ligue, mais ça pourrait être aussi au niveau fédéral bien évidemment, qu'on se bouge, qu'on se modernise aussi et qu'on met en place des nouvelles actions. Un nouvel intervenant sur ce plateau, Jean-Marie Coustal, président de la commission du sport, secrétaire départemental bien sûr de Paris. Merci beaucoup Jean-Marie d'être avec nous, de nous rejoindre. Avec vous, on va parler d'un axe majeur justement pour le judo en Ile-de-France et globalement sur toutes les disciplines, c'est l'handisport bien sûr, qui justement à travers Paris 2024, mais même plus globalement, est un véritable enjeu aujourd'hui et un axe majeur de travail pour notre région. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, c'est un axe d'enjeu majeur. C'est dommage qu'on ait ça qu'aujourd'hui. Il l'est depuis des années. Grâce à vous, les médias, c'est maintenant qu'on commence à voir du handisport, et notamment les Jeux paralympiques. Et nous, l'Île-de-France de judo, sous l'influence de mon président Roger Vachon, il m'a donné carte blanche justement pour faire évoluer le monde du judo et le handisport un peu partout. Parce qu'on parle du handi-judo, mais c'est le handisport au global qu'il faut parler. Donc, si on peut être la locomotive, on sera fiers. Mais dans notre Île-de-France, on a 2 départements qui sont en tête, on va dire, qui ont lâché un peu le peloton, c'est le 78 et le 92, où il y a beaucoup d'actions. Et nos professeurs vont dans les établissements spécialisés, car il n'est pas facile de sortir les enfants de leur contexte ou de leur complexe, les deux. Et en fait, c'est à nous d'aller les chercher, c'est à nous de les mobiliser, à les faire aimer le sport d'abord, et le judo après, si c'est bien, il continue chez nous. Et justement, comment elle se matérialise cette pratique du handi-judo? Comment ça se passe? Alors il y a plusieurs degrés bien évidemment, il y a les enfants en situation de handicap physique, mais il y a aussi les enfants en situation de handicap mentaux. Donc c'est 2 approches totalement différentes. En fait ce qu'on essaye de faire c'est leur apprendre à chuter. Et je fais un rappel, une petite genèse. J'ai un peu plus de 50 ans et mon père dans son esprit, avant de me faire du football, il m'avait inscrit une première année au judo parce que dans l'esprit de mes parents, faire du judo c'était savoir chuter en vélo, dans la cour d'école, pendant les récrés, enfin bref. Et en fait, c'était la première chose, on apprend à nos enfants à tomber et à ne pas se faire mal. Ensuite, on aime, on reste, on n'aime pas, on va ailleurs. Mais on a fait du judo, on a tous fait du judo une fois dans notre vie pratiquement. Et là, l'approche est différente parce que chez les enfants en situation de handicap, les parents ont cette inquiétude aussi, encore plus, car ils sont plus chahutés, car ils sont plus protégés, on le pense, mais pas forcément dans la vraie vie. Donc on vient les chercher et on vient leur apprendre à chuter. On peut le dire, l'axe, on l'a dit, c'est un axe majeur de développement, le développement de l'handisport sur toutes les disciplines, mais là particulièrement dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire celui du judo. Plus que de la volonté, il va falloir là encore une fois avoir aussi des capacités d'accueil, on imagine, pour ces sportifs victimes d'un handicap, qu'il soit mental ou physique. Il va falloir des gens, j'imagine, pour les encadrer, mais il va falloir aussi
qu'on ait des salles, des dojos, en tout cas qui soient adaptés aussi à ces personnes-là, non? Absolument. Alors les salles et les dojos sont adaptés, ça c'est pas un problème. Les terrains de foot sont adaptés, c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est un peu d'argent pour donner l'envie à des professeurs de prendre cette option. C'est-à-dire qu'on peut avoir les élèves, on peut avoir les infrastructures, mais si on n'a pas les professeurs pour aider, donc on a des professeurs pour le haut niveau, on a des professeurs pour le loisir, mais on n'a pas de professeurs, on n'a pas tout au moins assez de professeurs. Et comme c'est encore tabou en France que de parler du handisport ou du handicap, tout simplement, malheureusement, on a le premier réflexe, on voit quelqu'un en fauteuil, on a ce premier réflexe qui est comme ça. Et en fait, eh ben non, si on le fait tout jeune, on n'a plus ce réflexe, c'est naturel. Et donc je pense qu'aujourd'hui, la priorité, enfin l'État doit prioriser les infrastructures pour les professeurs, pour les mettre en valeur. Je suis sûr que monsieur ne me contredira pas, s'il a des profs qui peuvent aider des enfants en situation de handicap de le faire, il le fera, mais on n'en a pas. On n'en a pas beaucoup. Par contre, vous avez un dispositif d'inclusion maintenant du handicap dans l'école avec la loi PMR. Et donc aujourd'hui, une école comme la nôtre et comme tous les lycées français, on accueille de tout type de handicap. Par contre, sur la pratique sportive, il y a un axe majeur à développer. Il faut des moyens. Il faut également une volonté un petit peu mentale. Et comme dit Jean-Marie, il faut un programme de formation des enseignants. Ça, c'est une évidence. Le label Génération 2024 est censé nous apporter beaucoup. Peut-être on va surfer sur l'héritage des JO, peut-être mettre un peu de moyens à ce moment-là, mais il faudra pérenniser. Il faut mettre des moyens, il faut pérenniser. C'est un peu... Et c'est pas qu'une question de moyens, vous écoutez, c'est une question aussi également de prise de conscience et d'initiative en définitive. C'est pas toujours un autre regard. Ouais, bien sûr. Voilà, et puis aussi, c'est célébrer les champions au même titre que les valides. Complètement. Il y a aussi cette nécessité de célébrer au même titre. Moi, je suis toujours admiratif de ce que fait Margot, mais quand j'ai regardé les handisportifs, j'ai été aussi bluffé. Ah, bien sûr. Quand on est au bord du stade et qu'on voit un jeune avec un handicap précis être capable de faire ça, je ne suis pas sûr qu'on en soit capable, moi qui suis valide. Et donc je me dis, ça va passer par l'admiration, ça va passer peut-être aussi par l'abnégation. Et les valeurs du judo, c'est le courage, c'est l'abnégation. Il faut voir ça. Un combat, c'est pas simple à mener, mais quand on l'a gagné, on sait ce qu'on vaut. Et puis quand on aime quand le on sport, tombe, on aime les belles on se histoires relève. aussi. Hein. Exactement. Je voulais qu'on parle d'une autre chose aussi également que met en place la Ligue de judo d'Île-de-France, c'est le Cercle des 100. Le Cercle des 100, c'est un club d'entrepreneurs qui se retrouvent, qui se rencontrent autour du prisme justement du sport. Jean-Marie, racontez-nous un petit peu comment ça se passe ces rencontres et ce club du Cercle des 100. Alors c'est très simple, encore une fois, notre président Roger Vachon nous a guidés et en fait on a trouvé ça extraordinaire. Alors dans le judo on a plusieurs valeurs, hein. Il y a un code moral, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais en tous les cas c'est quelque chose qui fait vibrer et qui fait avancer les judokates et les judokas. Et dans ce code moral il y a des mots forts. Et il y a d'autres mots qui ne sont pas dans le code moral mais qu'on a voulu acquérir et en fait la convivialité c'est très important dans le judo, l'entraide et la prospérité et en fait on ne sait pas mentir, donc il y a plein de clubs qui se montent partout en France, partout en Europe et qui disent on fait un peu de lobbying. Bon, nous on n'est pas des menteurs, on fait un club des 100 pour récupérer une centaine de chefs d'entreprise, de tout corps de métier différents, et on fait du business. C'est-à-dire qu'on ne se cache pas. Par exemple, excusez-moi de vous couper, mais vous avez raison de bien préciser que vous ne vous cachez pas, parce qu'une autre discipline, pour la citer, qui s'appelle le rugby, fait exactement la même chose sans le déclarer par exemple. Bon, c'est pour ça que vous avez, c'est tout à votre honneur en tout cas d'être transparent là-dessus. Et pourtant, il y a beaucoup de similitudes entre nos amis rugbyman et judoka. D'ailleurs, je vous dirais qu'on a fait un beau partenariat entre le rugby et le judo en Ile-de-France. Mais vous avez raison de le dire. Nous on assume, c'est un club de business. Pourquoi ? Parce que Margot Pinault, qui est avec vous là, qui est multimédaillée dans toutes les disciplines nationales, européennes et mondiales, même olympiques, demain, on n'est pas certain qu'elle puisse avoir un travail comme elle le souhaiterait. La reconversion des athlètes, on n'a pas de salaire comme Kylian Mbappé ou Tony Parker, avec tout le respect que je leur dois. Ils l'ont, ils le méritent. Par contre, nous, nos athlètes, ils ne l'ont pas et ils mériteraient en avoir bien plus. Et donc aujourd'hui, notre président, il a tout compris. Il y a des chefs d'entreprise qui sont judokas ou pas et qui vont venir à nos réceptions, échanger,
voir nos médaillés, toucher la médaille, faire une photo avec nos médaillés, les entendre parler et se dire « Ah ben ce ne sont pas que des gens qui vont se battre pour faire tomber son adversaire, ils savent s'exprimer, ils parlent mieux anglais que certains de chez nous. » Et in fine, si on arrive à trouver un chef d'entreprise qui dit « Mademoiselle Margot Pinault, est-ce qu'on peut vous avoir en droit à l'image d'abord? Est-ce que vous aimeriez pas travailler chez vous ?» C'est l'objectif de notre président. Et le cercle descend et on ne s'en cache pas. C'est pour ça. Mais écoutez, c'est tout à votre honneur et c'est une initiative en tout cas très très intéressante. Et encore une fois, désolé de revenir toujours au rugby, mais on voit que dans le rugby, ils l'ont mis en place sans communiquer entre guillemets comme vous, sans l'avouer entre guillemets. Mais en tout cas, il y a des résultats puisque de nombreux internationaux eh bien, ont pu justement faire bénéficier de leurs compétences et ils en ont acquis à travers leur sport. Et ça fait le bonheur de grandes sociétés, notamment pour certaines cotées au CAC 40. Donc c'est une très très bonne idée. Le mot de la fin. Pour conclure sur tout ça, on a parlé de beaucoup de choses à travers le judo en Ile-de-France. Il y a plein de thématiques dont on aurait pu et dû parler, malheureusement on est pris par le temps. Judo et santé, judo été, judo et citoyenneté, c'est des programmes qui ont été mis en place justement par la Ligue d'Île-de-France. Preuve quand même que ce que vous parliez tout à l'heure, le code de l'honneur et puis surtout également toutes les vertus de cette discipline aujourd'hui, elles sont essentielles pour tous les problèmes sociétaux qu'on rencontre et dont justement les élus politiques se plaignent, les usagers se plaignent, etc. On a peut-être une solution à travers le judo, mais le sport en règle générale. Je vous laisse terminer sur ce thème. Très simplement pour conclure, le code d'honneur du judo, c'est tout simplement un exemple à suivre au niveau du comportement, par exemple en milieu scolaire. C'est-à-dire que par le sport, par le respect du code d'honneur, Jean-Marie, Mélanie et Margot, dans nos établissements scolaires, si on applique un petit peu ça, et si on est capable de le véhiculer positivement, eh bien sachez que les jeunes, ils se relèvent, ils font autre chose. Et puis, comme je dis souvent, quand un élève est occupé, il n'est pas gênant. Et donc quand il fait du judo, il est bien. Il rentre chez lui, il a appris à tomber, il a appris la résistance à l'échec, il a peut-être gagné, mais il a peut-être perdu. Mais l'honneur, si vous voulez, est sauf. Et donc l'élève en sort grandi. Et c'est un peu ça que je voulais dire à cette émission, c'est que le judo, ça élève les élèves. Et pour terminer de mon côté, après je laisserai la parole aux filles, car c'est elles qui vont conclure mieux que moi en tous les cas. Je suis vice-président de l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires depuis quelque temps. Et en fait, justement, je vais au-delà de tout ça, c'est-à-dire que j'ai décidé de prendre la présidence de la commission sport auprès de cette association et je vais apporter aux hommes et aux femmes politiques des dossiers de reconversion. Je vais amener à des hommes et des femmes politiques les dossiers sur le paralympique. Le paralympique, aujourd'hui on ne peut plus parler de Jeux olympiques sans parler de paralympique. Il faut que nous et vous médias, ce soit du rabâchage et à force de le faire, on finira par y arriver. Mais en tous les cas, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires travaille dessus tous les jours et je peux vous dire que je reste derrière eux pour les pousser à faire des beaux dossiers. Et bien c'est bien parce que c'est intéressant ce que tous les exemples que vous avez donnés d'initiatives, on est dans le concret. Je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est que parfois les gens qui nous regardent se disent on cache des choses, des grandes initiatives derrière des grands mots, etc., etc. Tout ce qui a été dit autour de cette table, en tout cas avec la Ligue d'Île-de-France Judo, c'est du concret. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Le mot de la fin avec vous, mesdames, Margot et Mélanie. Mélanie, justement, le judo, il peut apporter à notre société. Je pense que vous en êtes convaincue, sinon vous ne seriez pas la Ligue de Judo Île-de-France. Oui, j'en suis convaincue parce que, et c'est vrai qu'on a du travail à faire là-dessus. Les parents mettent les enfants au judo très vite parce que pour un cadre, pour les discipliner, parce qu'il y a le code moral, parce qu'il y a la relation un petit peu maître-élève et j'écoute et il y a la même tenue. Et c'est vrai qu'on peut venir, on peut être petit, grand, svelte, un petit peu costaud avec un handicap ou sans. Et donc vraiment là-dessus, c'est fait pour les plus jeunes. Là où on peut progresser, c'est par rapport à toutes les problématiques sociales, de violence. Et il y a un vrai travail qu'on essaie de mettre en place justement avec tout ce qui est les métiers de la sécurité. Parce qu'en fait, on a beaucoup de judokas qui sont dans les métiers de la sécurité et on ne fait pas forcément le lien. Alors la sécurité ou les métiers de l'uniforme, la RATP, les pompiers, voilà. Donc on essaie de travailler là-dessus. Donc venez au judo, mais surtout, il faut qu'on arrive à développer des formes de pratique pour que les gens s'épanouissent encore plus dans les métiers sociaux. Et merci pour ce mot de la fin en tout cas, Mélanie. Puis Margot, vous savez ce qu'on vous souhaite. J'espère que dans 3 ans, on se retrouve ici, même endroit, même ambiance, voire un petit peu plus forte avec quelque chose à souhaiter. Je vous laisse le mot de la fin en tout cas, Margot, sur tout ce qu'on a évoqué à l'instant.
Non, bah pour moi le judo c'est toute ma vie. Je me suis construite autour de ça. J'ai organisé ma vie autour de ce sport qui me le rend bien. Et que ce soit le judo ou un autre sport, je pense que ça apporte un certain équilibre dans la vie et que c'est très important. Et voilà, inscrivez-vous au judo. Ouais. Bah écoutez, le message est passé en tout cas et la leçon est retenue. Pour les auditeurs, peut-être que la médaille à côté de vous serait pas mal. C'est pas vrai. Margot les a emmenés. Ça, c'est un moment d'émotion, hein. Ça, je peux vous dire. Surtout pour des sportifs loisirs comme moi, voir ce genre de choses, ça arrive qu'une seule fois dans une vie. C'est incroyable. C'est magnifique. Waouh, elle est superbe. Est-ce que j'ai vraiment le droit de la toucher? Elle est magnifique. Voilà à quoi ça ressemble. Une médaille d'or, les amis. Voilà pourquoi il faut faire du sport. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au JO, hein. Il faut faire certains sacrifices, bien évidemment. Et Margot en est le témoin, mais c'est absolument fantastique. Je suis presque gêné de la toucher. Je vous la rends le plus vite possible. C'est vous qui la méritez, bien sûr, ma chère Margot. Merci à tous les quatre. Merci aussi également à Roger Vachon d'avoir été avec nous. C'était une superbe émission. Je suis très heureux qu'on parle de judo et des vertus du judo ici sur Sport Mag. Et puis on se retrouve pour un prochain tour de table avec un autre sujet. Le Salon des Mers continue et on est toujours présent, bien sûr, du côté Sport Mag. Salut.